La PPE, la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, se fait attendre. C'est le thème de notre débat. J'accueille Brice Lalonde. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Le président d'équilibre des énergies, ancien ministre. Je ne vais pas faire toute la liste de vos casquettes multiples et passées. Béatrice Delpech, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes la directrice générale adjointe d'Enercop. Alors, on va peut-être faire un tout petit peu de pédagogie pour celles et ceux qui connaîtraient éventuellement pas ce qu'est une PPE, une loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Brice Lalonde. Un, c'est quoi? Et deux, pourquoi c'est quand même dommage de ne pas en avoir? Alors, ça a été décidé en 2015, c'était Ségolène Royal à l'époque, et elle disait, c'était fort juste, il fallait quelque chose, un document qui trace la politique énergétique de la France pour les 10 prochaines années, en 2 périodes de 5 ans, et tous les 5 ans, on révise pour voir si on ne s'est pas trompé. Ouais. Et là, on en est à la 3e, mais la 3e, elle devait être publiée il y a 2 ans, et elle ne l'est toujours pas. Et ça, c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup d'industriels qui doivent faire des gros chèques pour investir. Est-ce que ça va être confirmé ou pas? Il y a beaucoup de filières dans l'énergie, par exemple le bois, qui se dit est-ce que je serai autorisé ou pas parce qu'il y a une querelle sur les particules émises par les cheminées, etc. Donc c'est vraiment important pour l'économie, disons. On est dans une période d'incertitude générale politique aussi, et là encore plus dans le domaine de l'énergie, alors qu'il y a quand même des investissements qui se font attendre. Pourquoi c'est important pour vous, Béatrice Delpech, d'avoir effectivement une vision, une feuille de route? Déjà, ça permet de consolider les filières. Les filières du renouvelable ont besoin de savoir quel est l'horizon qui s'annonce pour elles, en ce moment particulièrement, puisque je vous rappelle que dans une séquence assez courte, on a vu adopter très brièvement un moratoire sur les énergies renouvelables à l'Assemblée. Puis on a entendu dire que c'était un sujet qui pouvait être de nouveau sur la table au moment où Sébastien Lecornu essayait de former un gouvernement. Donc il faut rassurer les filières et leur donner un cap. Et puis on a besoin aussi de savoir que l'ambition de développer les énergies renouvelables est portée politiquement en France et de se dire collectivement qu'on se retrousse les manches et qu'on essaye d'atteindre les objectifs qui nous sont fixés. C'est des enjeux. Alors voilà, il y a la question des renouvelables, il y a la question du développement du nucléaire, il y a la question de l'adéquation de l'un et de l'autre. Vous, on se connaît pas mal et on a travaillé sur des événements ensemble. Est-ce que vous dites elle arrivera jamais, vu le contexte politique et le fait que tout le monde marche un peu sur des œufs, qu'on est dans une antagonisation finalement des différentes solutions? Entre le moment où elle a été rédigée, disons les brouillons, et aujourd'hui, il y a quand même eu des événements majeurs sur le plan international. Oui. Il y a d'abord eu la guerre, et donc toute l'Europe dit qu'il faut réarmer, donc ça veut dire qu'une partie de l'argent va aller plutôt à l'armement. Il y a eu l'arrivée de Trump qui casse complètement la mobilisation internationale sur le climat et qui va tout d'un coup, en autorisant les fossiles, donner un avantage économique considérable aux États-Unis. Et donc, si vous voulez, en ce moment, les Européens se disent « Ouh là là, est-ce qu'on va pas trop vite? Est-ce qu'il faut pas faire attention ?» Et voilà où on en est. Et en plus de ça, beaucoup de projections très optimistes de la consommation d'énergie en France, par exemple, ou en Europe, ont été démenties. Ça stagne, la consommation stagne. L'électrification, qui est très très importante pour décarboner, elle stagne. Et donc voilà, donc les gens disent tout ce qui était prévu, les centrales nucléaires, le multiplication par 4 du solaire, par 3 de l'éolien, il y en aura beaucoup trop. Donc voilà où on en est. Ouais. Donc on est à un point de blocage et de polarisation politique. Sur ce moratoire dont vous parliez, moratoire sur le solaire et l'éolien, en fait c'est pas nouveau, hein, mais c'est devenu vous avez l'impression d'être un peu l'otage de combats politiques en ce moment? Ah oui, politiciens même, puisqu'on voit bien, là vous avez sans doute vu passer l'étude de la Fondation Jean Jaurès qui montre que les Français sont globalement plutôt favorables aux énergies renouvelables, plus que leurs représentants politiques en réalité. Et il y a une crispation politicienne sur le sujet. On peut en comprendre une partie. Il y a des élus qui sont inquiets de savoir si vraiment les gens sont hostiles, est-ce qu'ils vont être élus, s'ils développent du renouvelable sur leur territoire. Mais ce que dit cette étude, et c'est une étude assez importante parce qu'elle interroge un panel large de citoyens, et notamment une part non négligeable de citoyens qui habitent à proximité de centrales PV ou d'éoliennes et qui sont encore plus favorables que ceux qui habitent loin de ces parcs. On voit bien qu'il y a un hiatus entre ce qu'attendent les Français et ce que craignent les politiciens. Et donc oui, on a un peu l'impression d'être un petit pion dans un jeu politicien. Oui. Est-ce que ça a du sens d'opposer, comme certains le font, le nucléaire et le renouvelable? Non, mais la question c'est que
la France a une situation particulière en Europe et même carrément dans le monde. Hein. Oui. Avec un parc nucléaire. Avec une cinquantaine de réacteurs nucléaires qui ont été payés avec l'argent des Français, si je puis dire, et qui peuvent durer 60 à 80 ans, donc on ne sait pas. Et donc, au fond, les gens disent, quand même, ce serait stupide de se priver de ça, utilisons-le. Le problème, ça vient plutôt à la suite. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que ces centrales vont arriver en bout de vie, au bout d'un certain temps, et comment fait-on pour les remplacer? Est-ce que c'est du nouveau nucléaire? C'est ça la question, ou est-ce que c'est essentiellement des renouvelables? Bon, voilà la question. Aujourd'hui, c'est peut-être les deux, mais est-ce qu'on a les moyens de développer les deux? Non, c'est les deux. C'est les deux. À mon avis, de toute manière, c'est les deux. Mais la grande difficulté, c'est qu'on a un marché européen de l'électricité qui est foireux, puisque en ce moment, vous avez on a beaucoup d'énergie solaire à l'après-midi. Hein, on appelle ça la cloche solaire. Et donc, tout d'un coup, l'après-midi, à partir de midi, tout d'un coup, avec le soleil qui pousse, il y a plein d'électricité qui arrive, on n'en a pas besoin. Ou on n'en a pas forcément besoin à ce moment-là. Ce qui veut dire que un jour, il faudra sans doute décaler les consommations, mettre des prix d'électricité différents, des heures creuses, exactement, charger sa voiture électrique, etc. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ce qui fait que les prix sont négatifs, zéro. Alors évidemment, les gens qui investissent dans le solaire, ils gagnent pas d'argent avec des prix à zéro. Qu'est-ce que je vous dis? EDF ne gagne pas non plus d'argent pour avoir assez d'argent pour investir ensuite pour la suite, etc. Donc cette situation, en effet, a fait peur en disant on a assez avec le nucléaire, on n'a pas besoin d'aller s'embêter. En fait, il en faudra bien entendu. Et puis il y a quelque chose de formidable qui se développe, notamment peut-être grâce à vous. C'est l'autoconsommation collective. Là, c'est tout à fait formidable, tout à fait intéressant. Et puis, de manière générale, on voit bien qu'il y a une coexistence entre des moyens centralisés de production d'électricité, qui sont assez gros, et puis des moyens décentralisés, plus proches du consommateur. Donc, il faut inventer ce nouveau système-là. Ouais. Alors justement, je veux bien, parce que j'aurais pu commencer par là, mais bon, on a déjà eu l'occasion de présenter Enercop dans cette émission, mais on est dans un modèle particulier. Il faut peut-être rappeler ce que vous proposez. Alors nous, on est un réseau de coopératives qui développe 3 activités. On est historiquement fournisseur d'énergie renouvelable. On est le premier fournisseur d'énergie renouvelable en France. Évidemment pas par la taille du nombre de foyers que nous fournissons, mais historiquement, on était les premiers à fournir uniquement de l'électricité 100% renouvelable. En ayant inventé un modèle très innovant il y a maintenant 20 ans, on achète en direct des électrons à des producteurs d'énergie renouvelable en France et on leur achète leurs électrons et les garanties d'origine associées. La deuxième activité qu'on développe, c'est qu'on accompagne des particuliers, des professionnels et des collectivités pour toutes les questions liées à la maîtrise de leurs usages. Parce que nous, on croit très fort à la sobriété, c'est-à-dire qu'on pense qu'il ne s'agit pas de produire plus d'électricité décarbonée seulement, il s'agit aussi de réfléchir à nos usages et de remettre en cause un certain nombre de nos usages. De ne pas tout focaliser sur la décarbonation qui serait en quelque sorte une condition évidemment nécessaire mais non suffisante aux enjeux de lutte contre le dérèglement climatique. Et la troisième activité que nous développons, c'est la production d'énergie renouvelable. On développe nous-mêmes ou on co-développe avec d'autres des projets qui sont pour l'essentiel des projets à gouvernance citoyenne, c'est-à-dire que nous appelons les citoyens non pas seulement aux capitaux de nos projets, mais également à leur gouvernance. Et alors, à quel point, et je vais vous poser la même question après, ce modèle coopératif, parce que vous nous avez cité un sondage, l'étude de la Fondation Jean Jaurès sur l'acceptabilité, mais il y a quand même des cas de blocage sur souvent plus sur l'éolien d'ailleurs, peut-être instrumentalisé par certains politiques, mais en tout cas, c'est une réalité de blocage sur des nouveaux projets. Donc, est-ce que le modèle coopératif gomme forcément ces blocages? Alors, il le gomme, non, mais en tout cas, il permet de les travailler. C'est-à-dire qu'autour de la table, nous, quand on fait un projet citoyen, on assoit autour de la table la collectivité dans laquelle on va développer le projet, les habitants de cette collectivité, les entreprises qui y sont implantées, les associations qui y vivent, et on réfléchit ensemble à ce dont on a besoin. On veut faire de l'électricité, pourquoi faire? Est-ce qu'on veut alimenter les services publics, les associations? Est-ce qu'on veut un tarif particulier? Voilà, on réfléchit ensemble aux besoins et on réfléchit également aux questions environnementales, on réfléchit également aux questions de retombées économiques. Et donc en réalité, ça permet d'avoir une adhésion très forte au projet parce que les habitants ont leur mot à dire sur les choix qui sont faits. Et puis, on ne se leurre pas, les projets à gouvernance citoyenne ont des retombées économiques locales beaucoup plus importantes que les autres. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est énergie partagée. Brice Lalonde. Alors c'est intéressant parce que moi, je ne crois pas à ce mot valise tarte à la crème de sobriété. Ça veut dire quoi, sobriété? Ça veut dire c'est un énorme, ça veut dire beaucoup de choses. Soit ça veut dire on fait attention et c'est bien, soit ça veut dire on se prive et c'est moins bien.
Et je pense que moi, je suis plutôt pour la satiété, chacun selon ses besoins. Mais il faut quand même bien comprendre que nous sommes dans une prise, dans un espèce d'étau entre la Chine et les États-Unis qui se battent pour contrôler l'intelligence artificielle. C'est ça l'enjeu du siècle pour eux. Et ça coûte énormément d'électricité. Et de manière générale, si on veut faire la décarbonation ou la transition, il va falloir faire des véhicules électriques ou des vélos électriques, faire des batteries, il va falloir faire des électrolyseurs pour de l'hydrogène, il va falloir faire énormément en fait, c'est une réindustrialisation. C'est un effort industriel. Donc, je suis pour l'efficacité. Je trouve que l'efficacité, alors c'est évidemment un peu techno, mais c'est ça qui est le truc le plus important. En produisant, en vivant, on essaye de faire au mieux en économisant l'énergie. Mais la société par elle-même, la France par elle-même, l'Europe par elle-même, vraisemblablement, elle produira plus d'énergie ou en tous les cas plus d'électricité. Décarbonée, bien sûr. Et alors, il y a une dernière thématique, c'est l'importation de pétrole et de gaz. On en est où aujourd'hui? C'est dans notre modèle, malgré malgré on est toujours à 55% de fossiles dans notre mix énergie. Hein. On est toujours à l'importation de 55%. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle il faut parler de sobriété, parce qu'en fait, pour l'instant, on ne sait pas faire de transition énergétique. Pour l'instant, on empile les nouvelles manières de fabriquer de l'électricité. Si je voulais paraphraser un président de la République encore en poste, je dirais qu'il n'y a pas d'énergie magique. On fait croire aux Français que l'électricité, c'est magique, on appuie sur un bouton, ça sort, on peut faire ce qu'on veut, on n'a pas besoin de remettre en cause nos usages d'électricité. Et du coup, on continue à consommer énormément de fossiles, à importer du gaz de schiste américain, etc. Vous dire qu'il faut changer de comportement, c'est ce que vous dites, oui, en partie. Absolument. Et vous, Brice Lalonde, vous dites on peut continuer Il faut changer de politique. Voilà, je veux dire, à un moment donné, vous ne pouvez pas monter un projet de société en disant les gars, ce sera moins pour tout le monde. Hein. Non. C'est pour ça qu'on est coincé un petit peu. Et on est dans une situation paradoxale où d'un côté on dit il faut sauver la filière automobile. Ah non, de l'autre côté on dit moins de voitures. Enfin, on est tout le temps dans cette situation où on ne sait pas du tout, on ne sait pas quel est le mot d'ordre principal. Le mot d'ordre principal, à mon avis, c'est décarboner, en effet. C'est la transition, c'est sortir des fossiles. Mais ce n'est pas moins, on n'y arrivera pas comme ça. Vous allez mettre tous les Français contre ça. Et déjà, on voit bien qu'il y a ce retour en arrière sur l'écologie qui me fait peur. À un moment donné, il faut quand même dire, non, tout ça c'est désirable, tout ça c'est formidable, tout ça c'est un projet magnifique pour la France et les Français, et allons-y, quoi. Un dernier mot sur je vois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais vous êtes d'accord sur l'objectif. De transition? Ouais. Ah ben, on peut pas ne pas être d'accord avec l'objectif de transition. Il en va un peu de la survie de la planète. On est d'accord, moi aussi. Mais pour ça, faut entraîner les citoyens. Et effectivement, on est quand même confronté à une période où les citoyens, on a vu comment ils ont voté aux États-Unis, on a vu comment ils ont voté en Europe il y a un peu plus d'un an et demi. Donc, est-ce que le moins, c'est un moyen? Non, mais ça, pour moi, c'est une vision un peu caricaturale. Pardon, je pense quand même qu'on est d'accord sur une chose. Je pense aussi qu'il faut une politique publique. Et la sobriété devrait être une politique publique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire moins. Toujours pour paraphraser le même président de la République, il ne s'agit pas de transformer nos concitoyens en amiches. Mais simplement de dire, OK, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir chacun notre véhicule individuel? Est-ce qu'on ne pourrait pas investir dans les transports en commun, dans les transports publics? Comment est-ce qu'on traite différemment les gens qui sont en milieu rural, avec des possibilités de déplacement plus complexes que les gens qui sont citadins en centre-ville? Donc c'est pour ça que c'est pas une politique de petits gestes où chacun se prive, mais bien une vision collective, publique, concertée, qui va vers un monde plus sympa en fait. Plus vivable. Beaucoup. Merci à tous, à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. On passe au grand entretien de ce Smart Impact avec le patron de MAPED.